s'immerge, c'est à peu près résolu dans des conditions très standardisées et stabilisées. Deuxième étape, se déplacer avec des appuis. Là, les élèves ne sont pas encore capables de se déplacer sans appui, on est bien d'accord. Alors là, la palette, elle est sans limite. Hein. Ben, globalement, ce niveau-là, c'est un niveau où l'élève est au bord, avec les deux pieds contre le mur. Et globalement, il est statique, quoi. Et quand vous lui demandez de se déplacer, il va se déplacer comme ça en conservant les épaules hors de l'eau. C'est ça la caractéristique du non-nageur au début de cette étape, quoi. Hein, donc c'est quelqu'un qui préserve à la fois les appuis terriens, donc il va conserver des appuis plantaires contre le mur, et il va préserver ses appuis manuels. Donc l'objectif au départ, en effet, c'est plutôt d'utiliser des appuis solides, donc le bord du bassin, hein, ou des lignes, ou des cordes, etc., pour augmenter sa vitesse, et avec la résistance de l'eau, le faire se mettre à l'oblique. C'est ça le but. Qu'on passe d'un équilibre vertical à un équilibre progressivement oblique, par des déplacements le long du mur. Moi, je suis assez partisan d'utilisation des lignes d'eau, etc. Et puis vraiment, l'avantage des bassins maintenant, globalement, hein, c'est qu'on peut vraiment déstructurer la forme du bassin sans être sur des lignes d'eau classiques à longueur. On peut travailler, il y a des points d'ancrage dans beaucoup de piscines, on peut travailler en largeur, on peut travailler avec il y a des ponts de singe, il y a du matériel, etc. Là, l'objectif, c'est optimisation du déplacement. Dans un premier temps, d'un point de vue affectif, pour accepter de se déplacer quelle que soit la profondeur, mais en gardant un appui solide. Et à partir de ça, optimisation en termes de gain de vitesse sur le déplacement, avec une contrainte temporelle. Plus on va vite, plus on va se redresser, voilà. Plus le corps va se redresser. On a toujours des appuis solides, hein, néanmoins. Après, on peut par exemple les faire se croiser l'un sur l'autre, etc. Donc là, il y a la perte d'un appui manuel, la perte des deux appuis pédestres, etc. Donc petit à petit, on va commencer à s'éloigner du mur et à avoir un corps qui va devenir aussi de plus en plus oblique. Donc là, on fait vivre de manière complètement artificielle les effets, entre guillemets, de la portance sur le corps du nageur, à travers des actions donc, qui sont des actions manuelles, hein, mais qui permettent de générer de la vitesse. Parce qu'on demande à un gamin qui est non-nageur d'être à l'horizontale et d'être capable de se déplacer, sauf qu'il n'a aucun moyen, pour l'instant, de créer de la vitesse. Et s'il n'a pas de moyen pour créer de la vitesse, il ne peut pas avoir de portance. Donc, il ne peut pas se déplacer. Donc, celle du mur, globalement, à un moment donné, c'est un peu l'histoire du bâton. Hein. Vous mettez un bâton dans l'eau avec une ficelle. Quand vous allez tirer sur le bâton, il va se mettre à l'horizontale. C'est le même principe. Hein. On va créer de la vitesse à l'avant du corps en se déplaçant. Et avec la vitesse, le corps, naturellement, petit à petit, vont se remonter. À la fin, vous avez des gamins qui sont quasiment les épaules dans l'eau pour essayer d'aller plus vite que les camarades, etc., qui sont quasiment presque à l'horizontale grâce au déplacement des bras contre le mur. Donc ça, c'est une étape importante, et c'est beaucoup plus important que les faire se déplacer avec une frite en mimant un déplacement crawlé, par exemple, qui ne servira absolument à rien. Donc là, exemple, un franchissement d'obstacles, etc. Variation de déplacement beaucoup plus rapide cette fois-ci, voilà. En immersion. Donc là, on voit le corps, il s'horizontalise, hein, naturellement. C'est mécanique et ça pose aucun problème. Alors, troisième étape. On reprend ce dont on parlait, mais cette fois-ci, on va essayer, toujours à partir d'appui solide, de se mettre horizontal. De vraiment s'horizontaliser cette fois-ci. Donc là, il y a une règle. Sans équipement, pour pouvoir être à l'horizontale, globalement, il faut avoir de la vitesse. Donc, il va falloir donner les moyens aux enfants de créer de la vitesse. Alors les moyens dont on dispose pour l'instant, ils ne sont qu'artificiels, on est bien d'accord. Donc ça va être l'appui solide, ça va être, on voit là-haut, l'aide d'une camarade, hein, de manière à ce que, si je veux rester à l'horizontale, ça va être possible tant que j'ai de la vitesse. Et dès que j'ai plus de vitesse, il se passe quoi? Coupe de redressement qui s'exerce, et on revient donc en position plus ou moins. Pour ça, pour le déplacement le long du mur, par exemple, la nécessité, ça va être, auparavant on avait vu qu'on se déplaçait à deux mains, ça va être de passer un déplacement une main. Et ça, les gamins, ils le font très bien, hein. Ils mettent une main devant, et ensuite, avec l'autre, ils vont se déplacer, etc. Donc, au départ, les déplacements, ça va être ça, très court, hein, pour essuyer, parce qu'ils ont quand même une petite angoisse de la vitesse qui est créée et de l'écoulement de l'eau sur le corps. Et petit à petit, le mouvement, il va être complet, et donc, vous allez avoir des élèves qui ont quasiment un déplacement sous une forme crawlée, en quelque sorte. On le voit ici. Hein. Donc là, on le voit ici. Prise de main, hop, je reprends. Hop, je retire, et là en plus, ça commence même à assurer un échange respiratoire en dissociation, c'est exceptionnel. Hein. Parce que des élèves comme ça va aller très vite derrière. Alors, on peut travailler avec des cordes, avec le mur, etc. Peu importe. Ensuite, on peut travailler de cette manière-là, en tirant aussi les élèves, petit à petit, en travaillant par deux, en petit bain par exemple. Donc là, le principe, c'est de créer une vitesse artificiellement pour que le corps s'horizontalise tout seul. On voit qu'il y a profondeur, hein, etc. Alors, je reviens juste par rapport à cette logique de création de vitesse. Moi, il y a une situation que je fais souvent hein, dans cette logique-là avec des non-nageurs, c'est traverser le bassin en largeur, il fait 10 mètres, hein, il y a une ligne d'eau en grande profondeur, ils traversent, alors ils partent au signal, hein, pour des raisons de sécurité, etc. Et l'objectif, ça va être de traverser le plus vite possible, et ensuite
je vais imposer des sorties de tête. Parce que les élèves, au départ, ils sont tous comme ça. Alors, ils se déplacent à vitesse très faible, peut-être hors de l'eau, voire jusqu'à là. Et donc, à un moment donné, la variable, ça va être même déplacement le plus vite possible, mais sortie de tête autorisée 2 fois. Parce qu'ils sortent la tête pour quoi faire? Pour prendre de l'air. Donc, ils s'arrêtent, on retrouve ce qu'on a chez les non-nageurs. Donc là, l'intérêt, ça va être, je limite les sorties de tête. Si je limite les sorties de tête, il se passe quoi? Je suis obligé de prendre de l'air. Je suis obligé à un moment d'aller très vite. Parce que si je veux arriver à faire 10 mètres en sortant la tête qu'une fois ou que 2 fois, si je ne vais pas vite, ça va être difficile. Donc je vais très vite, donc je l'horizontalise. Donc on retrouve à chaque fois les mêmes composants biomécaniques de la natation, mais qui sont agrémentés de variables sur lesquelles on peut jouer pour que l'élève soit dans cette logique de ressentir ce qui se passe. La vraie difficulté avec ces élèves-là, c'est qu'ils sont dans une sorte de bain, enfin c'est le cas de le dire, mais mou, sans appui, sans sensation. Ils n'ont pas de repères, etc. Donc ils ont pour certains une proprioception qui est très peu développée déjà d'un point de vue terrestre. Alors quand on les met à l'horizontale, dans un milieu sans appui, là la proprioception n'existe plus du tout. Donc c'est très compliqué et ça peut prendre parfois beaucoup de temps. Il y a des élèves, moi j'ai vu des élèves qui étaient complètement perdus d'un point de vue de repérage. Ça veut dire qu'un élève à qui on demande par exemple de déplacer ses mains, dès que ça change du champ de vision à l'horizontale, il ne sait plus où sont ses mains. On ne sait plus où sont ses jambes, etc. Donc voilà, toutes ces problématiques. Enfin, les élèves, s'ils sont non-nageurs en CIDEP, ils ne sont pas là. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils ne sont pas là non plus par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir divers problèmes, etc. Mais globalement, moi, les élèves que j'ai grands non-nageurs, c'est qu'il y a quand même des soucis sur la motricité. J'insiste, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Je continue. Alors, 4e étape. Là, on va commencer à donner les moyens aux enfants de découvrir ce qui se passe en dessous. Parce que pour découvrir, quel est l'intérêt de découvrir ce qui se passe en dessous? Alors, si on prend les fondamentaux de la natation, on va être sur la logique de prise d'information, etc. Mais au-delà de ça, l'intérêt de découvrir ce qui se passe, quand je dis en dessous au fond, c'est que quand je vais être au fond, il va se passer quoi? Je vais remonter. Je vais remonter parce que l'action de la poussée d'Archimède va être conséquente. J'aurai un gros volume qui sera immergé, donc derrière ça va remonter. Alors, ça c'est la condition pour ça, très souvent on le voit, c'est que la consigne qui est donnée lorsqu'on descend au fond de l'eau, c'est de souffler. Beaucoup d'enseignants, même de MNS souvent, la consigne qui est donnée, c'est pour descendre, il faut souffler. Alors en effet, pour descendre plus facilement, il faut souffler. Sauf que quand on a soufflé et qu'on est au fond, ça devient très compliqué, on remonte immédiatement pour inspirer. Donc là, le but, ça va bien être de descendre, mais en apnée inspiratoire, pour augmenter finalement la durée, le temps d'immersion au fond du bassin. Donc cette étape-là, elle est très importante sur l'acquisition de l'apnée inspiratoire. Et l'apnée inspiratoire, elle ne se construit pas n'importe comment, puisqu'on sait que l'inspiration, ça nécessite une mobilisation musculaire, une mobilisation musculaire pour inspirer, donc le diaphragme, etc. On ne va pas faire un cours d'anatomie ici, mais ça veut dire qu'à un moment donné, concrètement, un élève qui inspire, il doit avoir sa cage thoracique qui gonfle. Donc il doit se passer un phénomène visible. Donc on peut ça l'enseigner en tout cas au bord du bassin de la main, en mettant la main par exemple sur la poitrine d'un élève et en lui demandant d'inspirer pour voir concrètement ce qu'est une inspiration maximale bloquée. Les élèves ne savent pas inspirer. Alors je prends une anecdote. On était en formation il y a une année, je crois, on était dans Paris, sous la tour Montparnasse, je crois, il y avait un énorme rugbyman qui était là. Et donc on faisait le test de flottaison comme ça, il me disait je cours. Et donc, je lui dis, prends une inspiration. Donc, il prenait une inspiration, il faisait ça. Voilà. Et donc, en effet, il coulait comme une masse. Et quand il a pris une vraie apnée inspiratoire, il s'est mis tout un coup à remonter. Et donc, lui-même, il n'en revenait pas. Donc, c'était pour illustrer un peu ça. Ça veut dire que même sur des individus qui ont l'air relativement massifs, évidemment que l'apnée inspiratoire, elle a un effet et ça contrebalance cet enfoncement vers le fond du bassin. Donc ça veut dire que là, ici, il faut commencer par enseigner l'apnée inspiratoire, et ensuite, pour la descente, quand on descend le long d'une perche, lorsqu'on est en apnée inspiratoire, il faut avoir une technique pour diminuer les résistances à l'avancement. Lorsqu'on descend, et qu'on n'a pas les pieds, par exemple, qui sont croisés autour de la perche, ou qui sont près de la perche, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le corps qui va avoir tendance à remonter vers le haut. Les pieds, quand vous allez descendre, le pied du gamin va se retrouver à la surface, il va être en panique, il va vouloir remonter tout de suite. Donc évidemment, quand on va descendre le long d'un appui, à la perche, on va essayer justement de lui apprendre à descendre en offrant le moins de résistance possible. Et une fois qu'il est en bas, ensuite, il aura la possibilité d'évoluer au début quelques secondes, il va rester 3-4 secondes. Mais ensuite, vous avez des gamins qui travaillent sur des cages, qui vont être capables de rester entre 5 et 10 secondes au fond du bassin en se déplaçant, sans aucun problème, alors qu'ils sont non nageurs.
Donc c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas le déplacement. Je vous ai mis cette vidéo exprès, hein. C'est des enfants du premier degré, hein, dans le primaire. Et là, il n'y a pas de consigne liée à l'apnée inspiratoire qui a été donnée. Et donc, quand on voit la petite, c'est des CE1, quand on voit la petite faire l'exercice, alors vous allez voir, elle a très bien compris que pour descendre, il fallait d'abord monter. Donc jouer sur la diminution du volume pour pouvoir ensuite être au fond. Donc là, elle a tendance à monter, mais elle n'inspire pas. Donc ça veut dire qu'elle est au fond, mais elle est obligée de remonter tout de suite. Parce que l'apnée inspiratoire n'a pas été complète. D'accord? Donc là, c'est vraiment significatif. La même élève avec des consignes inspiratoires précises sur cette apnée va pouvoir rester plus longtemps au fond. Par contre, ça veut dire que ça va être beaucoup plus dur pour descendre. Parce que le volume d'air fait que ça va être compliqué. Donc, comme le disait Serge, toutes ces situations où on fait découvrir la profondeur, quelle que soit la profondeur, on est bien d'accord. Alors, d'un point de vue sécuritaire, on se limitera à 2 mètres, hein, ça évite les problèmes de pression, etc. Hein. Mais il faut donner les moyens aux élèves de descendre. Donc, ça veut dire qu'il faut leur donner des supports solides. Perche, cage à poules, échelle, escalier, etc. Sinon, ils ne peuvent pas y arriver. C'est matériellement très difficile pour eux. Donc en plus, l'avantage au niveau des représentations, c'est qu'en touchant le fond du bassin, ils voient que le bassin, finalement, c'est un milieu qui est défini aussi. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils perçoivent le fond de la piscine, des gamins ont toujours l'angoisse en se disant c'est un puissant fond, etc. Le fait de toucher et d'évoluer au fond du bassin, là aussi, ça permet de combattre les représentations classiques du non-nageur. Donc là, exemple hein, en petite profondeur, à travers un cylindre mobile, on est bien d'accord. Là, l'objet, c'est de montrer aux élèves que c'est très compliqué de passer dans le cylindre. Parce que si j'ai pas d'action ou d'appui, ou si je ne me tiens pas au cylindre, je ne peux pas y arriver. Ou alors je suis nageur et je suis capable de créer des appuis. Mais ce qui n'est pas le cas chez les élèves. Alors les gamins qui font ce type d'exercice en apnée inspiratoire, quand ils remontent, ils me disent c'est dur de descendre. Et donc ils s'aperçoivent là, ils commencent à vous signaler que la descente elle est plus dure que la remontée. On a du mal à aller au fond. Donc quand vous descendez le long d'une perche en apnée inspiratoire et que vous demandez à un élève de poser les fesses par terre, ça va être très compliqué. Si vous lui demandez de poser le ventre par terre, il va se retrouver en train de remonter, à se battre pour rester au fond du bassin. Et donc en effet, là, les gamins, quand ils sortent de cette étape-là, ils se disent finalement c'est un ascenseur l'eau. Hein, ça ne me tire pas vers le fond, on ne va pas tomber comme des pierres. Et donc ça veut dire que dans les représentations, ça avance. L'élève, pour rester comme ça, elle lutte. Hein. Elle lutte vraiment. Ouais. Là, il y a 1,50 m de profondeur. Et ça veut dire que pour se mettre à l'horizontale, c'est je force, parce qu'il y a une vraie contrainte qui est liée donc, aux différentes forces qui s'exercent. Voilà. Autre exemple. Alors là, on peut varier la hauteur. Vous voyez, on demande aux élèves de ne pas souffler en fait. Hein. Ils sont en apnée inspiratoire, donc la consigne, c'est de ne pas expirer dans l'eau. Et très souvent, en effet, pour des facilités de descente, la consigne est donnée d'expirer dans l'eau. Si on expire, on n'a plus de capacité d'autonomie ensuite au fond du bassin. La vraie problématique de l'expiration aquatique, chez les experts, elle peut exister pour être dans une logique d'équilibration. Une personne qui descend, qui se rééquilibre, etc. au niveau de la pression. Mais avec eux, il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Par contre, leur demander de souffler, moi je le vois souvent chez les nageurs, hein. Souffle, tu vois, tu vas descendre. Ouais, là, il y a 2 mètres. Hein. 2 mètres, je souffle, ils se font quoi? Ils remontent comme des ballons. Ouais, vite. Mais ils remontent vite parce que sinon, après l'apnée expiratoire, il se passe quoi quand on a soufflé? C'est apnée. Après l'apnée inspiratoire, c'est apnée expiratoire. Et donc là, si je fais une apnée expiratoire au fond, je me remplis. Hein. Là, c'est direct. Donc, pas très intéressant à mon sens, et plutôt en apnée. Exemple d'une perche. Hein. Donc là, l'échelle est à 1,30 m de profondeur. Et donc, il reste ensuite 1 mètre. Hein. Les repérages sont super importants pour les élèves. Ils ont besoin de savoir où ils sont. Hein, donc, il ne faut pas hésiter vraiment à repérer le bassin. Alors, c'est plus compliqué quand on est dans des bassins très profonds, d'accord, hein. Travailler ce genre de situation en fosse pose un problème. Donc là, il faut limiter les profondeurs parce que pour les élèves, c'est difficile. Hein. Alors, en ce qui concerne l'apnée, je vous rajoute tout de suite, l'apnée, c'est pas dangereux. Hein. Quand c'est pratiqué entre 5 et 15 secondes, vous n'avez aucun risque de syncope, malgré tout ce qui est véhiculé sur les dangers de l'apnée. On n'est pas dans des apnées qui sont supérieures à 45 secondes ou 1 minute. Donc, globalement, il n'y a aucun risque. Hein. On est entre 5 et 15 secondes. Il n'y a aucun risque de syncope ou de quoi que ce soit pour les élèves. Donc, vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Donc là, 1,80 m de profondeur, descente, remontée. Bon, après, il y a plein d'ateliers possibles. Hein, sur cette... Donc ensuite, là, on vous donne la trame. Ensuite, au niveau de la création des exercices et des situations, vous faites fonctionner votre imagination là-dessus. Il n'y a pas de limite. Hein. L'important, c'est plus de comprendre la logique à un moment donné de progression par rapport à ça. Alors, vas-y, Serge. Alors, la rééquilibration, là, ici, pourquoi elle est importante? Elle est importante, la rééquilibration, parce que pour changer de direction dans le milieu aquatique, compte tenu des résistances à l'avancement, ça nécessite de maîtriser des techniques particulières. Vous avez entendu souvent des gamins qui sont noyés dans des pataugeoires.
Hein, des gamins qui se noient dans 30 cm ou 40 cm. Les enfants en bas âge, hein, c'est très fréquent. Des enfants en bas âge, c'est très fréquent. Et chez des non-nageurs, la problématique, c'est quand je suis à l'horizontale, vous avez des gamins qui tapent avec les bras ou les jambes pour pouvoir se redresser. Parce que se redresser dans l'eau, c'est compliqué. Hein, si vous avez un point commun entre la natation synchronisée, le water polo, etc., c'est que lorsqu'on veut changer de direction dans l'eau, il faut systématiquement regrouper les jambes, d'accord, et orienter la tête dans la direction où on veut aller. Donc c'est une nécessité pour réduire à un moment donné le levier du corps, hein, la distance la distance du corps. Donc plus le levier est important, plus le changement de direction, compte tenu des résistances à l'avancement, il est important. Donc la nécessité, ça va être de réduire bien entendu ce levier pour pouvoir changer rapidement de direction. Et donc un élève qui est non nageur, s'il ne maîtrise pas cette capacité à se regrouper, s'il n'a pas compris que pour changer de direction, il fallait se regrouper et par exemple tirer la tête en arrière pour se redresser, vous avez des gamins qui vont se retrouver en difficulté lorsqu'ils vont être à l'horizontale. Donc l'intérêt, c'est de travailler à un moment donné, ponctuellement sur une étape, la capacité à construire ce changement de direction dans l'eau. Hein. Alors, on travaille d'un point de vue, entre guillemets, statique, d'un point de vue de la natation, c'est-à-dire sur ces situations-là, on est, entre guillemets, dans un espace clos. Par contre, elles ne peuvent être réalisées et maintenues que dans une logique dynamique. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on demande à un élève, avec, on va le voir après, avec deux frites, de se mettre sur le dos, la position sur le dos, on va le voir ici, alors, par exemple en costal, la position costale ici, elle n'est que passagère, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas rester comme ça en immobilité. Même principe. Donc là, les passages, ils ne sont orientés que par ce que... Donc ça veut dire qu'ensuite, pour se redresser, cet élève va fléchir ses jambes, retirer sa tête vers la gauche pour pouvoir se redresser. Ainsi de suite. Donc on peut partir en position horizontale sur le ventre, fléchir les jambes, tirer la tête en arrière pour se retrouver à la verticale, etc. D'accord? Donc le but, c'est d'enchaîner divers changements de position pour pouvoir finalement se redresser. L'objectif à un moment donné, c'est de construire la capacité à se redresser dans l'eau. Et cette problématique du redressement, c'est quelque chose qui est présent et souvent qu'on ne perçoit pas. C'est-à-dire que vous avez en effet des non-nageurs qui refusent de faire des situations parce qu'ils n'arrivent pas à se redresser. Ils sont en difficulté, ils sentent que c'est compliqué. Donc ça permet de travailler. Dans cette situation et dans cette étape-là, les élèves qui commencent vraiment à construire une posture entre guillemets de nageur sécuritaire, ce sont les élèves qui par exemple vont être sur le ventre et qui à un moment donné vont être en difficulté et vont être avec des bras sustentateurs pour X raisons et ils vont tout de suite rebasculer la tête derrière en pliant les jambes pour se réallonger en sachant que le couple de redressement quand on est sur le dos est plus lent que quand on est sur le ventre et en plus on a les voies aériennes qui sont donc émergées. Et donc on a des élèves qui arrivent à travers ces situations à construire ces postures dorsales, ventrales, etc. qui sont, moi j'appelle ça un peu des postures de sécurité, hein, qui permettent aux élèves de se mettre dans une position relativement confortable, d'attente, en milieu stabilisé. Et donc ça c'est super important. Cette position dorsale, vous avez 99% des élèves non nageurs qui ne sont pas capables de la faire. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter de s'allonger et surtout il faut accepter de perdre des informations. Donc là, le fait de mettre la tête à la verticale, enfin le regard à la verticale, voire la tête en extension, suppose de construire de nouvelles informations. Et ces élèves, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, d'un point de vue statique, quitte à être manipulés, quitte à allonger l'élève sur un tapis pour qu'ils se rendent compte que être allongé dans l'eau, c'est être allongé dans son lit. Moi j'ai des élèves en ce moment qui sont grands non-nageurs, qui sont en position assise. C'est-à-dire qu'ils ont les fesses vers le fond, le regard vers l'avant, voire à l'oblique, et donc dès qu'il y a un problème, hop, ils se redressent. Mais ils se redressent parce qu'ils reprennent une position de terrien. Et en reprenant une position de terrien, ils sont tout de suite en difficulté. Donc ces postures sont, à mon avis, incontournables. À un moment donné, il faut aider les élèves. Variable possible, sur une position statique sur le dos. Donc là, on voit avec des frites, on pourrait très bien, pour un élève qui aurait une tendance à avoir un pouls de redressement important, l'équiper avec un pool pour lui permettre de garder les jambes à l'horizontale. Mais c'est aussi intéressant de ne pas l'équiper pour qu'il sente qu'en statique, ça descend. Bon, le pool il pourrait être utile là aussi pour se redresser, on peut fléchir les jambes avec le pool boy, donc en effet ça pourrait être pas mal de construire ça également avec le pool boy. Donc, même chose en position ventrale. Alors l'intérêt de le faire en dynamique, c'est qu'on maintient les positions parce qu'on change de posture à chaque fois. Absolument. Donc là elle va fléchir vers l'avant, elle va tirer la tête en arrière, elle va se retrouver à la verticale, ensuite elle peut passer sur le côté par exemple, ensuite de l'autre côté, éventuellement sur le dos.